et Mickaël, Teddy. Je veux d'abord remercier les archives départementales qui nous accueillent une nouvelle fois, parce qu'on a fait un certain nombre d'expositions à l'intérieur des archives. On en présentera une tout à l'heure rapidement. Et je suis toujours impressionné quand je suis aux archives, parce que je sais que, pour les amateurs de Napoléon, il y en a dans la salle, il y a quelques siècles qui nous contemplent en dessous. Et je ne sais pas si vous avez déjà visité les archives, c'est impressionnant. On a toute l'histoire de la Somme qui est en dessous. Et ça m'impressionne toujours beaucoup. Et donc, alors peut-être une seconde, c'est pour ceux qui ne voient pas, Place Gambetta, rue des Vergeaux. Et à chaque fois qu'on a travaillé sur des photos anciennes, on s'aperçoit, je ne sais pas pourquoi, qu'il y a toujours un monde fou dans les rues. Et c'est une chose que j'ignore, mais on verra dans toutes les photos anciennes qu'on a pu retrouver, il y a toujours énormément de monde. Donc l'exposition de l'échoppe aux grandes surfaces, donc dans la Somme depuis le Moyen-Âge, elle est visible, très sympathique, parce qu'il y a en plus, il y en a pour tous les goûts, avec des figurines Playmobil, et donc une représentation de Saint-Leu qui est tout à fait originale. Et puis, un certain nombre de choses qui coïncident avec notre travail, c'est-à-dire, si vous avez vu l'exposition, ou si vous la voyez, vous verrez qu'on a trouvé, nous d'un côté et les archives de l'autre, des buvards sur lesquels on s'est appuyé pour faire une toute petite partie du livre. Donc je vais commencer par présenter le collectif Élidée. Donc c'est un collectif qui appartient au réseau 50 degrés nord, 3 degrés est, réseau d'artistes contemporains transfrontaliers, donc Belgique, francophone et puis Angleterre. Et donc le collectif, dans 2 jours, va fêter ses 20 ans, qui a démarré en 2005. Toi, c'était dans les premières, oui. C'était que des femmes, moi je suis arrivé tard. Et donc, il y avait il y a eu jusqu'à une dizaine d'artistes, mais là on est 5, c'est très bien, 5, 10, ça fait beaucoup à gérer, beaucoup d'ego à gérer aussi. Hein. Donc, outre les expositions de chacun, puisque chacun est libre de faire ses expositions, on a fait beaucoup d'expositions ensemble, et ces expositions, donc en collectif, portaient souvent sur le patrimoine. Donc patrimoine architectural et historique, en 2006, donc à l'abbaye de Saint-Riquier. En 2010, je ne sais pas si vous connaissez la chapelle Madame à Mailly-Maillet, mais si un jour vous avez l'occasion de voir une chapelle, j'ai noté pour moi toute faite d'amour, parce que c'était un duc, je crois, ou un comte, plutôt un comte, qui, à la mort de sa femme, donc qui avait 26 ans, a fait édifier ceci pour son épouse et ses enfants. Ensuite, on a travaillé par exemple au prieuré de Maurecourt en 2015, où s'est fixé au Moyen-Âge donc une communauté religieuse. C'était le couvent le plus septentrional de l'abbaye de Fontevraud. En 2020-2021, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir dans le locaux des archives, donc miscellanée pour les 800 ans de la cathédrale d'Amiens. En 2012, on a fait une exposition sur les ortillonnages. En 2012-2013, 3 expositions sur 2 ans, parce qu'on était en résidence d'artistes à Rimont-sur-Ancre. On s'est intéressé également au patrimoine industriel et commercial. En 2011, par exemple, on a fait une exposition donc, sur la WED, ou la QED, comme on dit à Amiens, donc qui s'appelait Isati Distinctoria, puisque c'est son nom latin. Et puis, vous voyez ici donc, les fleurs de WED qui sont sur le soubassement, qui font tout le tour de la cathédrale. Et sachant qu'on ne se sert pas des fleurs, on se sert des racines,
donc de la web. Et on a fait ça donc, chez Anne et Jean-François Mortier, qui était donc un monsieur qui, dans son atelier, refabriquait en fait la poudre, ce qui permettait de teindre en bleu. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec lui, parce qu'il est mort 6 mois après. Il me disait, tu sais Jean-Michel, je pense que je fais le plus beau bleu du monde. Voilà. 2013, exposition de briques et de velours. Vous connaissez, je ne vais pas vous en dire plus sur Amiens, vous connaissez la brique et le velours. 2017, exposition seconde peau. Donc là, c'était vraiment une entreprise de textile tricoté Malter à Corbie. Et voilà, enfin, on va s'arrêter là. Et je voudrais vous dire, donc, ça se fait beaucoup maintenant, des lectures à haute voix, un tout petit bout de texte de Philippe Roth sur son roman qui s'appelle Patrimoine. La nécessité de se souvenir, de ne rien oublier est importante, car être vivant, c'est être fait de mémoire, et si un homme n'est pas fait de mémoire, il n'est fait de rien. Fin de citation. Bon, être fait de mémoire n'est pas si simple, évidemment, car de quelle mémoire s'agit-il? De la mémoire collective ou de la mémoire individuelle? Nous verrons, nous, dans ce qui suit, que nous avons tenté d'explorer et de mélanger donc, ces deux horizons. L'origine du livre maintenant de Pas de porte, parce qu'on y arrive tout doucement, il vient d'un appel à projet de la ville d'Amiens. Je ne sais pas si vous savez comment les artistes fonctionnent, mais généralement ils répondent à des appels à projets qui sont validés ou non. Et peu de temps avant donc, de répondre à cet appel à projet, on était avec Len, donc aux États-Unis, où habite ma fille aînée. C'est un summit, c'est un petit peu en dessous de New York. Et on a l'habitude, encore nous, d'envoyer des cartes postales. Et on va dans la ville, et puis on demande si vous avez des cartes postales. Bon, les gens, enfin, les différentes personnes qu'on a rencontrées ne savaient même pas ce que c'était, les cartes postales. Et donc, quand on est revenu, on était un peu surpris. Et on s'est dit, pour répondre à l'appel à projet de la ville d'Amiens, on va travailler sur les cartes postales qu'on rencontre. Et quand on cherche les cartes postales d'Amiens anciens, on trouve beaucoup de pas de porte. Donc des gens qui sont, enfin des commerçants qui sont devant leur boutique avec souvent les commis. Et donc on s'est dit, on va faire quelque chose là-dessus. Et pour faire ce quelque chose, et donc ce qu'on a écrit, nous dans l'appel à projet, on s'est dit, bon, chacun des artistes du collectif, les 4 dames, moi je m'exclus, je vous expliquerai après ce que moi je faisais, les 4 dames vont, au travers de leur médium d'expression, en fait, fabriquer des objets qui ont rapport à un commerce, exemple des gants. Et on va demander non pas de faire, on ne va pas faire une exposition dans un lieu, on va demander à des commerçants d'exposer dans les vitrines ce que chacun des artistes a fait. Voilà l'idée. Donc on envoie ça, ça a été validé, et malheureusement le Covid est arrivé. On avait l'exposition ici miscellanée, miscellanée a ouvert, fermé, réouvert, enfin bon, ça a duré un certain temps. Et donc nous on a un peu délaissé cet appel à projet parce qu'on n'avait aucun horizon sur quand est-ce qu'on pouvait éventuellement démarcher les différents commerçants. La contrepartie qu'on avait évoquée avec les commerçants, enfin pour les commerçants, c'était s'ils acceptaient de nous mettre dans leur vitrine, c'était que nous on leur faisait une photo de leur pas de porte. Pour continuer cette coutume qui n'existe pas donc aux États-Unis. Alors, pour ceux qui sont prêts, il y en a aussi qui sont plus lointains, pas de souci, vous allez voir à peu près
80 photos. Ce sont des photos où il n'y a quasiment pas de texte. Donc vous verrez sans souci les différentes choses. Le livre, lui, a à peu près 200 images. Mais toutes les images que vous allez voir là ne sont pas obligatoirement dans le livre. Et donc j'avais écrit un passage dans le livre que je vais vous lire rapidement. Avec l'élaboration de cet ouvrage, ah non, j'ai oublié de vous dire une chose. Donc, quand on s'est dit, on avait un peu oublié cette exposition, et puis dans une réunion, l'une d'entre nous, Hélène Nati, m'a dit est-ce que tu ne pourrais pas en faire un livre, puisqu'on ne peut pas exposer, est-ce que toi tu ne peux pas faire un livre? Et donc j'ai dit ok, mais ne sachant absolument pas toutes les contraintes qui allaient advenir pour faire passer les œuvres qui devaient être exposées dans un livre. Donc voilà un peu les problématiques qui vont se poser. Avec l'élaboration de cet ouvrage, la donne a changé par rapport à une réelle exposition. Pas de catalogue, pas de cartel ou de texte explicatif comme on en trouve dans toute exposition. Il fallait se livrer à un travail d'écriture, tant pour présenter les artistes que pour accompagner les œuvres. C'est ce à quoi je me suis employé. Alors, nous y avons exploré, dans nos discussions, des perspectives inédites, souvent délaissées dans les récits traditionnels sur notre cité. S'immerger dans cette nouvelle approche s'apparente à entrer dans une exposition en plein air, où chaque recoin évoque une histoire, vous verrez, chuchote les mystères d'un temps passé, ou dévoile une saga. Alors j'ai souhaité commencer ce livre-là par des images d'un commerce d'Amiens qui, malgré toutes ces évolutions, n'a jamais changé d'adresse. Enfin, attendez, je vais préciser, n'a jamais changé d'emplacement. Et c'est un peu comme un amer pour des marins. Quand on est dans la ville, il y a un endroit, enfin, il y en a plusieurs autres, mais ce commerce-là est bien connu. Et date à Amiens de 1902. On reverra tout à l'heure. Donc j'ai rencontré, parce que je connaissais Pierre Devraine, et je lui demande s'il y a des photos anciennes donc, de ces établissements de Devraine. Il m'en propose une dizaine, et par chance, elles étaient datées. Et on vous en montre quelques-unes, vous en verrez d'autres au fur et à mesure de la conférence. Mais il y en a encore d'autres dans le livre. Donc en 1970, on s'aperçoit de choses assez amusantes pour un Amiénois. Moi je suis Amiénois de naissance. On s'aperçoit qu'en 70, il y avait quand même des trottoirs ici, qu'il y avait des voitures qui circulaient. Ici, il y avait un café qui s'appelait l'Imperia. Qu'il y avait ici la Redoute, et que le magasin de Vred était un peu écourté par rapport à la photo d'après. Donc il date de 1955. 1955. Vous voyez que c'était à peu près jusque-là tout à l'heure et qu'il y a tout ça. Donc là, on a le bâtiment et puis une entrée un peu différente. On passe à la photo d'après. Vous vous doutez bien de 1940. Donc 1940, le bâtiment était dans cet état-là et vous allez voir dans la diapositive d'après comment il était. Donc j'ai fait exprès de prendre une diapositive un peu tronquée pour que vous ne voyez pas l'ensemble du bâtiment. Celle-là est dans le livre. Et pour finir donc en 1918, où le bâtiment lui-même n'avait pas été du tout abîmé. Et donc il était toujours donc au même emplacement. Donc l'idée en démarrant le livre comme ça, c'est de descendre tout doucement dans un Amiens plus ancien. Et souvent quand on flâne et qu'on a un certain âge, qui est mon cas, dans sa ville de naissance,
ce n'est pas vraiment une ville qu'on traverse, mais les formes successives que la ville a pu prendre. C'est-à-dire, alors je ne sais pas s'il faut lier le fait d'avancer doucement quand on est âgé, mais en tout cas quand on est âgé, on a la mémoire de tout ce qu'il y a eu à différents endroits et ce qui a changé. On va maintenant rentrer donc dans les ateliers de chacun des artistes, et je commence par moi parce que le livre commence par mon intervention. Alors moi tout à l'heure je vous disais que l'idée de démarrage, c'est que moi je devais démarcher tous les commerçants pour qu'ils acceptent qu'on mette les œuvres dans les vitrines. Et donc on a décidé là, dans le livre, de présenter chaque artiste, entre guillemets, dans son pas de porte, c'est-à-dire dans son atelier à lui. Et pour moi, donc, c'est, comme vous le voyez, un écran d'ordinateur ou un moniteur quand c'est dans le cadre des expositions. Donc en chinant dans Chapeau Blanc et Pile de livres, c'est un magasin qui n'existe déjà plus, j'ai découvert un annuaire de mon année de naissance, et cet annuaire-là, de 1950. Et moi, je suis né donc au 28 rue Blaine-Bourdon, dans le quartier Saint-Roch. Bon, j'étais toujours étonné quand j'étais petit par le nom Blaine-Bourdon, parce que quand on est petit, Blaine-Bourdon, c'est un peu rigolo. Bon, mais sachant que en fait, c'était un maire d'Amiens, donc en 1816-1817. Et en compulsant le bulletin 1950, j'ai pu voir qu'au 17 de la rue, mes parents le connaissaient d'ailleurs, il habitait Jacques de Barry, qui avait créé le Carquois, et ensuite, bon, qui avait eu des rôles à la télévision, comme vous pouvez vous en souvenir. Et donc, moi, ça me fait quelque chose de savoir qu'il y avait donc quelqu'un qui faisait du théâtre, parce que faisant du théâtre avec mon ami Jean-François Leblond qui est ici, et qui est mon ami de 50 ans, on va dire, nous avons eu une troupe de théâtre, et moi je n'étais pas sur la scène, mais j'étais derrière, et je faisais tout ce qui était régie, son et lumière, et c'est là que j'ai appris à manipuler un peu tout ce qui était technique, et qui m'a servi après pour les expositions. Exposition que j'ai pu démarrer grâce à ma rencontre au 19 de la même rue de Pierre et Ilse Garnier, qui habitaient dans la même rue et que mes parents connaissaient également. Et donc quand j'ai commencé à écrire des choses, j'avais été voir Pierre Garnier, donc c'était dans les années 80, et il m'a beaucoup aidé, et je lui en suis très reconnaissant. Donc Pierre Garnier, il était à Cesval, donc c'est lui qui a été un des inventeurs dans le monde de ce qu'on a appelé la poésie spatialiste ou la poésie visuelle. En 1956, donc on arrive de plus en plus vers Amiens, je déménage. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose, mais je vais vous l'agrandir, j'ai agrandi exprès. Mais en tout cas, ceux qui sont plus près voient qu'Amiens est découpé en tout petits îlots. Tu peux le mettre là après. Et donc moi, quand j'étais petit et quand je devais donner mon adresse, je disais îlot AK, escalier B, numéro 4, sans rien comprendre de ce que je disais. Et en réalité, c'est en travaillant sur le livre que j'ai compris que l'îlot AK, c'était un endroit qui est pas loin de la rue de la Haute-Oing. Et à côté, donc, vous avez ce qui est marqué caserne des pompiers. Moi, j'ai connu en fait un lieu où il n'y avait rien. Et encore un mot qui m'a toujours intrigué. Nous, on appelait ça un terrain vague. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire terrain vague, mais c'est assez curieux comme mot. En fait, bon, maintenant, on dit plutôt friche que terrain vague. Et après, donc, tout à l'heure, je parlais des emplacements et des adresses parce qu'au final, j'ai eu 4-5 adresses en habitant là,
alors que c'était toujours le même emplacement. Et donc là, je vais vous lire ma contribution dans le livre. Cette ville-là, c'est la mienne. Elle était avant moi, elle sera après moi. Mon frère l'a fui il y a longtemps. Ma mère y est arrivée au milieu du siècle dernier, venant d'un pays qui n'existe plus. Mon père allait travailler avec un vélo bleu. Enfant, mon frère et moi dévalions les rues en patin à roulettes. En juin, avec les voisins d'en face, nous allions cueillir du tilleul sur les arbres du boulevard pour le vendre en paquet. Non loin, avec un vendeur de sacs en papier où nous nous fournissions. Avec l'argent, nous achetions des pétards que nous lancions dans le grand feu de la Saint-Jean de notre quartier, le 24 juin. La rue n'était pas encore goudronnée. Je suis né en 50. Les vieux que je croisais alors avaient connu la fin du 19e siècle, la Première Guerre mondiale, puis la Seconde. La guerre d'Algérie a des échos dans une rue près de là où nous habitions. Alors pour information, c'était la rue de la Hautois, où il y avait eu une explosion par l'OAS. Peu à peu, les rails du tram ont disparu. Les fils du trolley n'ont plus fait d'étincelles. Ils ont été remplacés par les bus, le 8 ou le 3-7, nous emmenaient à la cité scolaire. À l'arrière, le contrôleur introduisait les tickets et tournait une manivelle. Il nous surveillait d'un œil attendri. On se voyait tous les jours. Malraux est venu inaugurer la première maison de la culture. Elle a toujours la même odeur aujourd'hui. Il y avait une grande bibliothèque. C'est là que ma génération a découvert l'art. Au premier étage, au fond, on s'asseyait pour écouter du jazz, autant qu'on voulait. Place Gambetta, il y avait la boucherie Jouclé, où pendaient lièvres et sangliers pendant la chasse. À proximité de Trogneux, qui vendait des rochers au chocolat, on s'habillait chez Boldoduc. Près de l'hôtel de ville, à l'angle des rues Delambre et Albert Dauphin, s'élevait une boutique de fourrure. Au fond siégeaient de grands réfrigérateurs où ces dames venaient consigner leurs manteaux pour l'été. Ça s'appelait Hartmann. Sur la place elle-même, nous achetons les disques chez Carbonnet, à côté des Parfums de France. C'est là que j'ai acquis mon premier 45 tours. On retient la nuit, enfin, j'en suis pas fier. Rue des Trois Cailloux devrait déployer sa grande devanture. Les bijoux flinois avaient les faveurs de ma mère. Les photographes Caron ont immortalisé nombre d'Amiénois au cours du XXe siècle. Plus tard, j'ai conduit mes enfants à l'école en voiture, plus précisément en combi Volkswagen. Les voitures passaient encore en ville. Un jour, il a été décidé que le centre de la ville deviendrait piéton. Seuls les bus devaient encore y circuler. Cela n'a pas duré longtemps. La ville a été nettoyée, elle est devenue celle d'aujourd'hui. Les bus sont électriques, les vélos le deviennent, les trottinettes filent sans bruit. La ville s'étend au sud, à l'ouest, à l'est, moins au nord. La Somme fait toujours son chemin jusqu'à la mer. La mémoire des villes se situe, pour les plus anciennes, dans leur fondation. On construit souvent sur des ruines. Les archéologues nous instruisent des rues, des maisons, de l'activité perceptible des hommes du passé. Les hypothèses évoquées varient au fil des décennies selon l'avancée des sciences et des pensées du moment. Les plans portent des récits, les centres les plus anciens semblent immuables. Autour, les villes croissent, changent de contour. Mais si on agrandit l'image comme on le fait entre le pouce et l'index, sur nos téléphones, des noms surgissent. Et là, dans le détail, telle rue est devenue droite, telle autre a disparu, celle-ci a changé de nom, celle-là recouvre un ancien bras de fleuve. Enfin, lorsqu'on augmente encore l'échelle, la vie apparaît. Depuis l'invention de la photo, ce ne sont plus seulement les vestiges qui parlent, des visages apparaissent, chacun singulier. L'humanité nouvelle s'inscrit ainsi de cliché en cliché, une micro-histoire s'écrit celle du quotidien, des commerçants sur leur pas de porte nous regardent, l'un pose avec son grand tablier blanc et quelques clients, un autre se tient debout aux côtés de sa femme et de leur commis. Ces vies figées quelques secondes nous disent « Un jour, nous avons été là ». Fin de citation. Je voudrais vous poser la question de savoir à quel tableau cette photo vous fait penser.
déjeuner sur l'air. Très bien. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'était pas fait exprès, hein, en l'occurrence. Enfin, quand la prise de vue a été faite, c'était pas fait exprès. Dans le texte, j'évoque les rails du tramway, parce que nos vélos, ils tombaient très souvent. Et donc, on les voit donc ici. Et en cherchant, donc, pour faire la couverture du livre, à un moment donné, je me suis posé la question, justement, du plan du tramway. Et alors, le plan du tramway à Amiens, il a failli être très bien, parce que ici, alors ça, c'est ce qui était en projeté. Et donc, on s'aperçoit qu'il y avait de quoi faire ce qu'on appelle, à Vienne, par exemple, en Autriche, un ring, c'est-à-dire le tour de la ville. Et donc, quand les différentes municipalités ont pris les manettes, souvent, j'ai demandé à ce qu'on fasse un tour de ville comme ça, mais ça n'a jamais été fait. Et puis, donc, j'ai tout nettoyé, et voilà la première idée de couverture du livre. Donc, elle était très graphique, mais on se disait il fallait vraiment savoir que c'était le tramway d'Amiens. Et donc, on est passé à une autre image. Et donc, en se promenant tous les deux, Hélène, rue de Verdun, on a vu ce pignon. Et tout à l'heure, dans le texte, j'ai dit que les villes se construisaient souvent sur des ruines. Et cette image-là de pignon m'a vraiment fait penser à des constructions qui s'empilent les unes sur les autres. Et j'ai demandé à Hélène, qui ne veut pas que je le dise, qu'elle fasse la photo, parce qu'elle est meilleure que moi pour faire les photos. Et donc, on a décidé, donc, avec l'éditeur, de garder cette couverture. Alors, pour information, le livre arrive lentement. Comment? Il est là, Philippe? Ah, voilà. Ah bah Philippe, tu peux peut-être nous dire... voilà, c'est l'éditeur, Philippe Lorenzo. Il est sur la mer. Il est sur la mer. Oui. Mais tu n'as pas de date. Ça dépend de la mer. Bon. Alors, bon, on espère qu'il arrive avant les fêtes. Bon. D'où la souscription qui a eu lieu. Et alors, je ne sais pas si elle continue. Elle continue. Elle continue. Tant que le bateau n'est pas arrivé, elle continue. D'accord. On arrive à une autre artiste, Hélène Nati, qui a enseigné le travail de la terre à l'UPJV à Amiens. Voilà ce qu'elle a dit du travail qu'elle avait pensé à faire pour l'exposition. Je me suis intéressé à un commerce de mode, la maison Pruvot-Boulogne, qui se situe là où vous ne pouvez pas voir, ou très mal, le titre, qui est là. Pruvot-Boulogne. Ici, vous la connaissez, mais elle n'était pas au même endroit que maintenant. C'est l'horloge dite de Hoyer, mais maintenant on appelle ça plutôt Marie-Saint-Schmil, et elle n'était pas à cet endroit-là. Alors pour information, tout à l'heure on parlera de Flinois, et c'est vers 1930 que Flinois-Roussel ont refait le mécanisme de l'horloge. Donc je reviens, la maison Pruvot-Boulogne, placée en métal, qui vendait de nombreux articles allant des chaussures, des chemises, en passant par des gants. La mode est aussi un marqueur de temps. Vêtements, accessoires sont représentatifs d'une période donnée. Donc, elle avait souhaité réaliser en argile plusieurs articles de mode des années 20-40, ce qui rejoignait donc un axe de travail qui lui est cher, le rapport terre-textile. Et davantage que les portraits de ces personnes qui posent devant leur boutique, ce sont les vitrines et leur contenu qui m'ont intéressé. De nombreux commerces ont disparu à la suite de leur destruction ou simplement en raison de cessation d'activité. Ainsi, la maison du Sagittaire a eu un parcours singulier.
datant de 1593. Ce fut d'abord un commerce de drapier, puis elle a été le siège de différents commerces de mode. Elle était située rue des Vergeaux. Une autre image. Elle est détruite par un bombardement en 1940. Sa façade avait été ignifugée entre les deux guerres et elle seule a subsisté. Démontée en 1952, elle a été remontée en 1960 devant un immeuble en cours de construction à côté de la tour du logis du roi. Fin de citation pour Hélène Natty. Donc c'est la maison que vous apercevez ici. Enfin, la façade que vous apercevez ici. Donc Hélène Natty avait réalisé pour l'exposition des gants, des mouchoirs, des layettes, des corsets et tout cela en terre cuite. Cela impliquait, comme on l'a vu, de mettre ces œuvres-là chez différents commerçants. Mais pour le livre, la question était comment faire pour avoir un magasin, enfin quelque chose d'historique et qui pourrait renfermer tous ces différents objets. On aurait pu penser aux Galeries Lafayette qui vont fêter leurs 100 ans à Amiens en 2027. Mais moi j'étais intrigué par le fait que la façade de la maison du Sagittaire était ignifugée. Parce que pour faire ignifuger sa façade, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Donc poussant plus avant mes recherches sur l'histoire de cette maison, je découvre l'existence d'un article dans une revue qui s'appelle Eclitra, donc d'un article de Jacques Foucault en 1997, intitulé « L'énigme de la façade du Sagittaire à Amiens ». Alors pourquoi l'énigme? Donc il explique à un moment donné dans cet article que les figures, donc les bas-reliefs qui sont situés ici, ont en fait un rapport important avec le logis du roi, parce qu'il représenterait donc une comtesse douairière, la comtesse de Longueville, qui a été enfermée avec ses enfants, son fils et ses 3 filles. Et donc c'est assez curieux, parce que c'est un hasard, parce qu'à l'époque du transfert donc à cet endroit-là, personne ne savait qu'il y avait un lien avec le logis du roi. Alors m'est alors venue l'idée d'écrire une fiction assise historiquement sur l'article, et dans cette fiction écrite comme un conte, je crois que je peux dire que tout est vrai et rien n'est vrai. Elle me permet de raconter au fil des pages du livre l'histoire de la maison du Sagittaire, tout en justifiant dans son épilogue que lors du dépôt des pierres dans l'église Saint-Germain, donc les pierres avaient été stockées entre 52 et 60 dans l'église Saint-Germain. On a pu retrouver des sacs, des gants, layettes et corsets, comme fossilisés par le feu, un peu comme les moulages des corps à Pompéi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire rentrer donc, le travail d'Hélène Natty dans cette ancienne boutique. Et donc voilà donc une layette. Alors Hélène Natty travaille donc, sur modèle, ça peut vous paraître curieux, mais en fait elle prend une vraie layette et elle la représente. Et donc j'ai fait un agrandissement et voilà donc le travail. Et donc ça c'est en terre cuite à 1200 degrés. C'est absolument magnifique. Un superbe travail. Et donc j'ai mis 2 images, donc un corset cette fois-là. Alors le corset, c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il y a maintenant assez longtemps, elle avait exposé un corset que j'avais adoré et je lui avais dit bon, je te l'achète, et il était déjà acheté par quelqu'un. Voilà. Et donc de la même façon, on voit tout ce qui est de l'ordre de son travail. Autre artiste, Agnès Gomez, qui elle a été formée aux Beaux-Arts d'Avignon, qui fait partie de notre collectif. Donc, c'était
La fondatrice. Sa pratique se concentre, elle, surtout sous le dessin, sous toutes ses formes. Alors, ce fut un tout autre défi d'intégrer les œuvres d'Agnès Gomez. En effet, elle avait projeté au démarrage, quand on avait parlé d'exposition, elle avait projeté de faire des dessins de vaisselle, bougeoir, lustre, qu'on aurait déposé chez un antiquaire. Et puis, le temps a passé, l'idée du livre est arrivée quelques temps plus tard, et puis je téléphone à Agnès, et je lui dis, bah, tu en es où de tes dessins et tout ça? Elle dit, bah, en fait, moi j'ai fait des nus à partir de modèles vivants. Et donc je me suis dit, comment je vais pouvoir intégrer des nus dans un livre sur les pas de porte? Et donc la solution est venue de l'histoire de l'art. Avec l'invention de la photographie, on sait maintenant par exemple que Bonnard photographiait sa femme Marthe, et donc se servait de la photographie pour faire ses tableaux. Et donc je suis descendu à Uzès et j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire comme les dessins, elle avait fait des dessins à l'encre, ce qui est extrêmement difficile. On a fait l'inverse. C'est moi qui ai photographié donc ces dessins, il y en avait plus d'une centaine. Et j'ai fait la sélection sur ce que telle ou telle encre pouvait m'évoquer comme rapport à l'histoire de l'art. Tout à l'heure, je vous ai montré une photo où il y avait mes enfants et Hélène. Et vous m'avez dit, c'est déjeuner sur l'herbe. Et donc là, j'ai fait comme ça avec Agnès. Je lui ai dit, ce dessin-là, ça me rappelle tel ou tel artiste, ou ça me rappelle des choses. Et donc j'en ai sélectionné 12. Et donc il fallait que je trouve un photographe à Amiens, au moins, ou l'histoire d'un photographe. Donc à Amiens, si les anciens connaissent Guillaume, Cry, Borel, Caron. Et Hélène connaît Francine Caron. Et on lui a demandé, est-ce que tu as, qui est une descendante, hein, est-ce que tu as des photos sur plusieurs générations, donc des établissements Caron? Elle a répondu oui, mais cette fois-ci, on n'a pas de date. Donc dans le livre, il y a des images, différentes images. Bon, séquencées, on voit à peu près, on a respecté l'ordre chronologique, mais en fait, on voit les différentes devantures qui étaient absolument magnifiques. Et je vais vous en présenter deux de ces endroits. Alors avant, on y reviendra tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'Amiens, des plans comme ça, mais ici il y avait ce qu'on appelle le passage des armes, ici le passage des Cordeliers, ici passage de la Renaissance, hein, on le reverra, et puis passage du logis du roi, et ici, je crois, mais peut-être quelqu'un dans la salle pourra me dire exactement si c'était là, ici, entre la rue Lamartine et la rue... entre la rue Lamartine et la rue d'Amiral Courbet, pardon, à peu près dans la rue de Noyon, je pense que c'était le passage de la Comédie. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce lieu. Et donc voilà les plus anciens ateliers de chez Caron. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu à côté du carrefour, il y a un petit renfoncement dans la rue de Noyon qui ressemble exactement à ça. Et donc la photographie était en haut et l'atelier était magnifique. Voilà l'atelier le plus vieux, hein, atelier de chez Caron. Et on peut raisonnablement penser que des clichés de nus académiques ont été pris dans ce bel atelier. J'en explicite les raisons dans le livre. Bon, je peux éventuellement vous les donner. Au moins, Amiens, c'est une ville de garnison. Et qui dit ville de garnison dit soldat, et qui dit soldat dit souvent, malheureusement, prostituées. Et les prostituées étaient des modèles qui étaient souvent pris pour faire des photographies un peu lestes, en fait, de l'époque. Et donc, j'ai décidé, donc, sur les travaux d'Agnès, de les accompagner d'un texte qui est ma lecture de ce que j'ai vu.
Donc il y a 12 encres, il y a 12 textes, et je vais vous en lire 2. Voilà le premier, et il s'intitule Pareidolie. Pareidolie. Alors pareidolie, c'est en fait ce que d'aucuns voient parfois dans un nuage, en disant bah tiens, ça ressemble à un âne, ou ça ressemble je sais pas quoi. Et cette façon de regarder les choses, ça s'appelle comme ça. Et je ne l'ai pas donné par hasard parce que c'est le nom de l'une des plus grandes réunions des artistes qui font du dessin à Marseille. Et le nom de ce festival s'appelle Pareidolie. Donc je lis. Sans bijoux, la peau nue, le sein dressé, les jambes entrouvertes, une jeune femme est assise. La tête légèrement inclinée vers l'arrière. Les yeux sont clos. Elle semble s'abandonner à quelques rêveries érotiques. Mais le diable se cache dans les détails, et pour cause. Un grand arc noir scelle la partie droite. Comme le croissant d'une lune noire, symbole de l'élite, terreur de la nuit et femme de Satan. À l'opposé, l'ombre de la tête d'un cheval a envahi le fond illuminé. Alors, là, pareidolie, est-ce que vous voyez la tête d'un cheval? Maintenant, je le dis. Un examen attentif de la position de la jeune femme conduit à s'interroger. Quel poids a pu mener à l'affaissement du visage? Vous voyez qu'on a l'impression que le visage est descendu successivement. Comme le reste du corps, on voit par exemple ici des traits où on a l'impression que la jambe est descendue. Dans une sorte de chronophotographie. Terreur de la nuit, tête de cheval, écrasement du buste. Tout ceci nous ramène au cauchemar de 1790 du peintre suisse Fuseli. Il y a l'incube, un démon, assis sur sa victime, démon désormais enfui, son désir maléfique assouvi. Donc voilà la peinture de Fuseli, et en regardant cette encre d'Agnès, donc j'ai pensé à ce tableau. Autre dernier dessin pour Agnès, vers cathédrale, son nom est vers cathédrale, le dessin est vertical, son étroitesse invite à l'idée d'une vision intrusive, un corps nu nous est donné à voir comme par effraction. Derrière une vitre au vers cathédrale, une femme est assise. La technique s'appuyant sur le papier employé fait émerger un corps que ne renierait pas le peintre Philippe Cogniet. Au-delà, cette même technique substitue au corps lui-même son image plane perçue sur le verre. La partie basse, à gauche, est presque noire. Le corps, lui, est blanchâtre, comme violemment éclairé. Aucun siège n'apparaît. Que veut nous dire le repentir de la jambe gauche, qui semble ainsi se dédoubler? Le rendu pictural est celui d'un tremblement. Et puis il y a ce visage barré qui renvoie aux otages de Jacques Fautrier. Barre noire qui se prolonge sur le flanc droit comme une coulée de sang. De quelle scène sera alors cette image? Donc je vous montre un travail de Philippe Cogniet, ici, et Philippe Cogniet a un tableau au musée d'Amiens avec un petit enfant. Et ici, en dessous, vous avez... non, j'ai dit Jacques, c'est Jean Fautrier, pardon. Jean Fautrier, donc c'est une tête d'otage, et vous pouvez voir la ressemblance avec l'encre que vous avez vue tout à l'heure. Petite respiration par rapport aux artistes, on s'en va dans l'allée commerciale. Et on commence par De Wrede, et vous voyez que c'était beaucoup plus petit. Donc en 1948, De Wrede était, vu l'état du magasin,
avaient émigré donc sur les boulevards intérieurs. La lecture de Buvard qu'on a chiné également est identique, on l'a dit tout à l'heure, pour certains seuls d'exposition des archives, montrait que souvent, après la Seconde Guerre mondiale, les commerces avaient deux adresses, l'une en centre-ville et l'autre sur l'allée commerciale. La chance a voulu que pour certaines photos retrouvées de cette époque, le beau tag qui est là précise les emplacements. Donc on a par exemple, vous verrez Chaussures André, 108 Flamand, et tu peux passer. Et là voilà comment se présentait l'allée commerciale. Donc certains magasins étaient en ville et d'autres étaient sur donc le boulevard. Bon là c'est près de la gare, hein, vous reconnaissez j'imagine. Et remets la photo d'avant peut-être. Donc ça c'est le Carlton, ici, et là où il y avait Air France il y a longtemps. Et donc on revoit André, Flamand, etc., etc. Et pas de Tour Perret, là. Par contre, la Tour Perret donc arrive, et il y avait toujours les allées commerciales. Elles n'étaient pas que là, hein. Elles étaient aussi donc sur le Mail. Et donc j'ai souhaité présenter avec les Buvards, donc même idée que dans les archives, et en respectant les emplacements respectifs des uns ou des autres. Donc il y avait Rouillard, Sport, il y avait Cauterets, donc les Corsets, et dans le Mail Albert Ier, j'ai sur Salomon, Harris, Tissu Luxe, etc. Donc voilà. Moi, j'entendais vaguement parler, quand j'étais petite, d'allées commerciales, mais bon, voilà, je n'en savais pas beaucoup plus. On arrive à toi, Sylvie. Sylvie Gosselin enseigne la photographie à l'UPJV d'Amiens. Elle a travaillé sur le pas de porte de Vred. Donc voilà un des pas de porte. C'est pour ça que je disais 1902 tout à l'heure, parce que c'est noté maintenant sur le magasin. Tu peux peut-être dire pourquoi tu as choisi la couleur Alors j'ai choisi de représenter les photographies en couleur et pas en noir et blanc, pour marquer aussi l'époque, hein, puisque toutes les photos qu'on a pu retrouver d'Amiens, en tout cas que j'ai aussi cherché pour essayer de retrouver dans certaines rues des enseignes et de rephotographier ces espaces actuellement. Donc j'ai choisi de prendre l'image couleur, puisque c'est quand même pratiquement ce qui est le plus utilisé maintenant. La photo noir et blanc existe toujours, hein, l'argentique existe toujours, mais devient tellement coûteux. Les moyens pour prendre des photos étant maintenant vraiment très restreint, puisque tout le monde utilise le téléphone, moi la première. Donc les photos étant principalement en couleur, j'ai préféré rester dans la mouvance actuelle de l'image couleur, pour aussi un peu trancher avec le noir et blanc de l'époque. La couleur est née, a été découverte au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40. Voilà. Donc, ça permettait aussi oui, de pouvoir apporter autre chose dans l'image, hein, puisque la couleur donne des informations. Un cache-cache, ben voilà, l'ancienne jaune, noir et blanc, on n'aurait pas ces mêmes notions, puisque la couleur, pour les commerces, aussi est une signalétique, qui est donc respectée avec la couleur qu'on n'aurait pas forcément avec le noir. Et alors donc là c'est moi qui ai fait la photo du pas de porte de Sylvie Gosselin. Non, celle d'avant, en train de photographier. Alors j'ai laissé cette photo là parce que c'était pour vous dire que c'était pas si simple que ça
de faire des photos sur les pas de porte, en particulier chez le Flinois, là, parce que on dérange le commerce. Avant de pouvoir faire les photos et que tout le monde sorte, mais il fallait qu'il n'y ait plus aucun client. Donc ça a été très long, parce qu'il y avait toujours des clients qui rentraient. Chez Flinois, les gens souhaitaient acheter des choses. Et pour avoir tout le personnel, ce que Sylvie a réussi à avoir à un moment donné, donc on s'est rendu compte là que si on avait fait ça pour l'exposition, ça aurait pris beaucoup de temps en réalité. Voilà donc la photo du pas de porte de chez Stéphane Conti et Virginie Flinois. Donc la dame qui est ici, c'est une descendante Flinois, donc voilà, Virginie, qui est là. Alors, ce qui m'amusait, c'était les petites loupes ici qu'il y avait sur les visages, sur les fronts en fait, de certains employés. Et tout à l'heure, je disais que ma mère aimait bien les bijoux flinois et donc Stéphane Conti et Virginie Flinois m'ont confié des petits films qui ont relaté l'histoire de l'entreprise Flinois, qui est certainement l'une des plus vieilles d'Amiens. J'en ai tiré des images donc présentées dans le livre. Donc ça, c'est l'établissement Flinois en 1963. Alors il y a évidemment beaucoup plus dans le livre, hein, mais bon, on n'en a mis que quelques-uns. Et là, alors chose absolument magnifique, c'était en 1880, dans un des passages, le passage de la Renaissance. On se croirait à Milan, en fait, dans les passages milanais, ou à Paris, oui, pour certains. Ça, c'est 1880, et 1833. Donc c'était bien le passage de la Renaissance. Alors tous ces passages, visiblement, ont été détruits à la guerre. Alors est-ce que cela fut plus facile de faire passer le travail de Sylvie de l'exposition au livre? Ben, en fait, pas vraiment. Parce qu'Hélène Henniken avait trouvé des images de pas de porte sur lesquelles elle voulait travailler. Et le travail de Sylvie devait consister initialement donc, à photographier les lieux où ces images avaient été prises. La réalité fut autre, parce que nombre de ces lieux avaient disparu ou étaient devenus sans intérêt plastique. Sylvie alors entreprit d'actualiser les images d'Hélène en respectant le plus possible le cadrage ancien. Donc voilà, je ne sais pas si tu peux éventuellement, enfin s'il y a des commentaires. Moi, si tu peux faire un commentaire, vous allez le voir, tu l'as passé cet avant, Hélène. Voilà, Léon Caron. Donc c'est une des devantures du photographe Caron. Donc vous regardez bien, parce qu'on a eu du mal à les trouver, on regardait bien ces deux fenêtres-là et puis un peu ce qui est là-haut. Et en fait, quand on regarde, c'est ça. Les petites coquines, ça s'appelle. Mais on retrouve bien la devanture. Donc il y a certaines devantures qui sont neuves évidemment et d'autres qu'on retrouve plus anciennes. Et on voit ici le passage de la comédie. Et alors oui, c'est ça, tu as raison de souligner. Le passage de la comédie serait là. Voilà. Mais je ne sais pas. Je pense que oui. Parce que ça y ressemble beaucoup. Ensuite, alors il y avait un café dont on s'est beaucoup servi, puis Hélène s'en est servi aussi, vous le verrez tout à l'heure, le café Bénézon, donc un beau pas de porte, avec le patron, sa femme et les enfants. Et en fait, c'est le Capu, donc le café qui est... donc on a corroboré en fait les différentes adresses. Et donc je crois que c'est la photo qui avait été retenue dans le Courrier Picard pour présenter le livre.
On arrive à Hélène et donc je lui laisse la parole. Parce que maintenant elle va tout faire, et parler et passer ses propres images. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Oui, là. Vous m'entendez? Oui, merci. Donc moi, mon travail consiste essentiellement en des collages et des assemblages. Je travaille à partir de tissus, d'images découpées dans des magazines, de petits objets, de morceaux de texte glanés ça et là. Et pour la thématique de pas de porte, je souhaitais m'approcher au plus près de l'essence des images anciennes, explorer les suggestions qu'elles évoquaient en moi. Alors, j'ai réalisé 4 séries, chacune composée de 3 compositions. Donc, je vais vous présenter quelques images de ces 4 séries. La première série s'appelle Revêtir. Elle explore le contraste entre les vêtements de travail et ceux de la ville. Mais qui sont ces femmes au-delà de leur fonction? Je les ramène à la vie en leur faisant porter des vêtements où la coquetterie et la féminité se rejoignent. Je voulais juste dire que tous les passeports que vous voyez sont amiénois. Je leur fais porter des vêtements fleuris, des chapeaux, qui viennent métamorphoser celles qui deviennent des dames après leur journée de labeur. La deuxième série, qui a pour titre Endosser, transpose en couleur les employés photographiés en noir et blanc sur leur pas de porte et les transforme en mannequins de vitrine plus contemporaines. Les visages disparaissent pour laisser place à des camées ou à des portraits peints pour la postérité. Les vendeuses de Janine de la ligne commerciale, sorties pour la photo, se retrouvent anonymement des années plus tard, posant dans une vitrine offerte aux passants. La troisième série a pour titre Rentrée. Elle fait place au rêve d'un chez-soi douillet que le couple de commerçants va retrouver après une journée de travail. Quitter le magasin noir et blanc, noir, blanc, gris, pour entrer dans un monde coloré, offrant peut-être un confort réel ou rêvé peut-être. C'est fièrement qu'il s'affiche dans cet univers empreint de modernité. La dernière série, qui s'appelle Décalé, pousse les personnages au-delà de leur pas de porte. Ils les quittent pour un temps ou disparaissent pour toujours, selon ce que l'histoire avec un grand H décidera de leur futur. Voilà qui clôt quasiment ce qu'on avait à vous dire sur le livre. On va vous présenter le livre tel que Philippe Lorenzo nous a envoyé une vidéo donc, du livre que vous allez donc voir tout de suite. Et puis je conclurai après sur une dernière photo.
C'est la dernière image du livre. Donc en refermant ce livre qui se termine par cette photo, surgit l'idée de la transmission. Vous avez vu 2 de mes enfants au début du livre, la 3e donc à la fin. Ce livre noue pour eux une histoire individuelle à l'histoire collective de cette ville et donnera, j'espère, aux promeneurs qui aiment flâner dans cette ville le sentiment qu'il appartient à une longue histoire. On vous remercie de votre écoute et on attend éventuellement vos questions. On a fait un peu plus vite que pour la répétition, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Le passage de la Renaissance dont vous parliez avant, oui. Il se situe où maintenant? Enfin, il se situerait où? Ah ben il faudrait reprendre la photo, je vais vous le redire. C'est la photo... pardon. C'est la photo... 41. Alors, passage de la Renaissance, il est ici. Donc, pas loin enfin, à l'époque, hein, pas loin de l'horloge, donc pas loin de la place Gambetta. Ici. Là. Donc, il y en avait quand même quelques-uns. Hein. Il y en avait quelques-uns, et d'autres qui visiblement n'apparaissent pas, mais peut-être que je retrouverai des plans avec d'autres images, où on pourra peut-être retrouver la place exacte de celui de la Comédie, mais celui de la Renaissance était là. Une autre question? Et on ne voit pas le passage qui existe encore, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment passage, le passage qui démarre rue de la République et qui va sur la rue des Jacobins, même s'il n'est pas vraiment couvert complètement, oui. C'est quand même aussi un passage. Bon, il n'apparaît pas là, est-ce qu'il a été construit plus tard il y a aussi celui-ci encore. C'était la caisse d'épargne. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de passage. Il n'y avait pas de Si, passage. il y a un passage. Ils l'ont fait, mais il n'y a pas de passage. Ah Il y a non, caisse d'épargne. c'est ça, je demande à quel moment il a été construit, mais il existe pas. Peut-être plus récent. Lionel, une autre question? C'est sur la Marie-Saint-Schmid. Oui. On n'a jamais donné l'identité de la demoiselle qui aurait servi de modèle. Alors, il semble... Alors, enfin, je crois que le corps, c'est la femme d'Albert Rose, et la tête, ça serait sa fille. Mais la statue a été mise tardivement. Hein. Ah ben ça me donne l'occasion de parler de celui qui a construit ce qu'on appelle l'horloge de Boyer. C'est un certain Riquier. Le cirque. Alors, oui, alors c'est très, très surprenant. Alors, parce que l'autre jour, je discutais avec Alain Getz et je lui dis, bon, tu nous parles tout le temps de Jules Verne, et il y a quand même quelqu'un dans Amiens qui a fait je ne sais pas combien de bâtiments et qui n'a même pas une rue à son nom. C'est vrai. Et donc j'ai vérifié. L'école normale. Donc ce Émile Riquier a fait l'école normale, il a fait Pinel, il a fait le Saint-Rémy, il a fait le Sacré-Cœur, l'école du Sacré-Cœur, enfin le lycée Sacré-Cœur. Il a fait l'école normale en haut, et puis Robert de Lusa, et ainsi de suite. Enfin, c'est quelqu'un qui a compté. Alors, c'est venu parce que nous, on habite rue Lamartine, et on est tout le temps arrêté par des touristes qui nous demandent mais où est telle chose, telle chose. Et il y en a un jour qui nous dit mais qui a construit le cirque d'Amiens? Moi, je ne savais pas du tout. Et donc, je me suis renseigné et c'est là que j'ai vu qu'il y avait ce Émile Riquier. Donc C'est ça qui est le plus connu quand même, de Riquier. Oui, mais maintenant je sais, mais à l'époque je ne savais pas. Et donc j'espère qu'un jour la mairie donnera un nom à
donnera un nom de rue, donc à cet Émile Riquier. Bah, Albert Rose et Riquier s'entendaient pas d'ailleurs pour faire la... Oui, oui, parce que j'ai lu quand il y a toujours un qui disait que c'était l'autre qui était en retard, effectivement. Oui. Et au niveau des commerces, on lui doit le bâtiment des nouvelles galeries. Ah aussi, oui. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Pour l'horloge de Voyer, je me souviens quand j'étais gamin, mais même un peu plus, quand on passait le boulevard de Vauvidet, au-dessus du terrain vague des domaines, sur la gauche en allant vers Saint-Victor, on a vu pourrir lentement l'original, ce qui a obligé après à la refaire complètement. Oui, oui. Oui, c'était du temps de Robien que ça a été replacé à un autre endroit que... Et complètement refaite. Et complètement refait. Elle a été refaite en 2000, complet. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'était à la ferraille, tout... Oui, bah, c'est ce que disait Pierre Bondoin, oui. D'autres questions? J'avais posé la question sur le corps de Marie-Sange Schmid, parce que j'ai entendu un autre son de cloche, ça aurait peut-être été la fille de M. Doyer, qui était père à l'époque, et qui aurait, elle ou sa mère, j'ai jamais réussi à savoir laquelle des deux, tenait à la fin de sa vie une pension de famille rue de la République, à côté de la bibliothèque. Parce que vous voyez, c'est un bâtiment assez haut. Oui. Et la légende, entre guillemets, dirait que c'est soit la fille ou la petite fille maintenant qui devrait servir de modèle. Voilà. Je ne sais pas. Marie-Sange Schmid, c'est le surnom des Amiénois, parce que c'est le printemps. Alors il faut dire quand même qu'on ne l'a pas dit, mais nous on n'est pas du tout historiens, hein. On est juste artistes, hein. On n'est pas. Donc bon, c'est au travers des lectures hein, qu'on a appris des choses, hein. Mais c'est vrai quand même que ce que je disais tout à l'heure, que quand on se promène et quand on a un certain âge, on revoit, et j'espère que ça sera le cas pour vous, quand vous promènerez, en fait de vous dire, voilà, il y avait ce passage là de la Renaissance, là il y avait ça, c'était assez impressionnant. Donc nous on est très contents et je remercie Philippe Lorenzo d'avoir accepté de faire le livre, mais la diffusion du livre. alors Philippe, diffusion du livre, on me pose la question, je te donne le micro. De quel livre on parle? Celui-là. Il sera disponible en librairie. Celui-là. Alors, moi j'en ai un exemplaire, parce que c'était le bon à tirer, En fait, le dernier bon à tirer. la vidéo montre les deux seuls exemplaires qui ne va jamais exister. Le livre sera disponible en librairie à Amiens, sur les sites Fnac et Amazon, chez l'éditeur, en commande partout. Et on peut encore souscrire, vous On disiez. peut encore Oui, souscrire. on peut encore souscrire, oui. Oui, parce que sur les documents qu'on a repris dans les archives, on avait vu que c'était 30 novembre, donc on les a repris, mais Philippe dit qu'on peut On peut encore le faire. on peut encore le faire. Le livre n'est pas arrivé. Il y a oui, le prix c'est 17 €. Alors le prix, si c'est aujourd'hui 17 €, si c'est tout à l'heure, après, c'est 22 €. Non, mais quand le livre va apparaître, il sera effectivement à 22 €, mais en souscription, il est à 17 €. Je peux peut-être dire quelques mots justement du retard par rapport à ça. En fait, je sais que nous, pour les artistes, on est très dépendants quand même des appels à projets et on est dépendants des collectivités territoriales globalement pour avoir des subventions pour pouvoir faire des choses. Et quand on a fait justement ici Miscellanée, donc sur les 800 ans de la cathédrale, l'État français nous a labellisés, donc c'était quelque chose d'important. La ville d'Amiens a subventionné, puisqu'on occupait en gros tous les lieux ici. Là. Et quelqu'un était descendu du conseil, je le fais exprès, hein, ce que je vais dire, quelqu'un était descendu du conseil régional des Hauts-de-France en nous disant c'est loin, Amiens, 2 heures pour venir.
Et puis, de toute façon, la cathédrale d'Amiens, pour les 800 ans, nous, on ne donnera rien. Donc, pour le Conseil régional des Hauts-de-France, la cathédrale d'Amiens, ne comptez pas. De la même façon, donc, Philippe Lorenzo avait demandé, donc c'est parce que c'est pas obligatoirement un livre facile d'origine à vendre, parce que c'est un livre normalement d'artiste, mais comme il est mélangé avec Amiens. Donc, et là, de la même façon, bah, tu peux le dire, Philippe aussi. Il n'y a personne du conseil régional. Mais même s'il y avait quelqu'un du conseil régional qui l'entende un peu, quand même, ça, ils entendent ça. Alors, il y a eu plusieurs raisons. Parce que de toute façon, c'est filmé, donc si le conseil régional veut regarder, il verra ça. Parce que la région n'intervienne pas, qui nous ont été dites. La première, c'est que ça faisait loin entre le moment où l'exposition avait été réfléchie, on était en 2019, et le moment où le livre allait paraître. Ah non, non, pas 2019. C'était, on a signé, on a rendu l'appel à projet le 30/09/2020 pour des subventions pour 2021. Et on a commencé à y réfléchir en 2022. On a mis à peu près... Moi, je t'ai donné tout le document en décembre 2024. Et voilà, donc il y avait loin entre le moment où l'exposition devait être faite et où le livre paraissait. C'est un argument qui était l'argument. Deuxième argument, c'était qu'on allait difficilement trouver un public d'acheteurs de ce livre. Sous-entendu, la région n'intervient que lorsqu'elle est sûre que le livre va être vendu. Et que donc il y a un retour sur investissement par la région qui donne 1 euro, comptant qu'il y aura 1 euro de dépensé par un électeur dans la région. Donc voilà. Voilà. Globalement, c'est les deux arguments qui ont été développés. Et après, il y a d'où les délais, puisque en fait, donc Philippe attendait ce qu'allait dire le conseil régional, et vous savez que bon, il délibère à un moment donné. Et donc, quand il a su que c'était non pour le conseil régional, bon, il fallait enlever du texte, enfin du livre, il fallait enlever le fait que c'était subventionné par le conseil régional. Et puis, donc après, il fallait trouver des imprimeurs qui ne grèvent pas le budget d'un éditeur à un moment donné. Voilà. D'autres questions ou remarques? On a répondu à votre... Est-ce que ça vous a surpris ce qu'on a fait là Parce que je vois qu'il y a des gens très férus au niveau de l'histoire. Il faut quand même souligner le travail des artistes à une recherche extraordinaire. Parce qu'il fallait trouver ce rapport justement entre la vie d'Amiens, les magasins, les devantures, faire la relation avec tout ça. Ça, c'est un travail extraordinaire. C'est surtout ça que je retiens aussi. Parce qu'évidemment, moi, ça me rappelle plein de choses historiquement. J'étais très petite et je crois peut-être m'en souvenir de l'allée commerciale. Parce que ma grand-mère, elle disait, on va aller à l'allée commerciale. Et moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'en ai un souvenir un peu littéraire aussi, quoi. Mais ce travail que vous avez fait, cette recherche, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Ouais. C'est à souligner. Ah oui. Et surtout qu'il y a une différence après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le centre-ville a subi beaucoup de destruction. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bien. Non, puis le regard porté par vous, 5, c'est ça? 5, oui, 5. Très intéressant. Bien sûr, oui. Et je reviens juste 30 secondes sur le livre. Vous parlez de la FNAC et d'Amazon. On peut espérer qu'il soit aussi mis dans les librairies indépendantes d'Amiens. Ah oui, bien sûr. C'est la première chose que j'ai dit. J'ai pas entendu. En librairie à Amiens. J'ai retenu que FNAC et Amazon. On passe par une plateforme pour que les libraires puissent commander les livres partout en France. Et de fait, ils sont chez Amazon et chez la FNAC. Je ne demande pas ce qu'ils y soient, mais ils sont de fait. Et
C'est pour que les libraires indépendants puissent commander. Alors, Cultura aussi est là. D'autres questions? Jean-Pierre, tu as toujours une question, toi, non? Pas de questions? Non, moi, ça me rappelle une statuaire. Après, les commerciales, moi, je m'en souviens bien, notamment de Riquerac, qui était dans le bas de la rue des Pêches. Et c'était rue Léon Blum, Riquerac, de mémoire aussi. Après, c'était Oui. pas la rue Léon Blum, celle d'après. Oui, celle d'après, oui. Oui. Mais donc, ils étaient dans le bas de la rue des Pêches, à des commerciales, en face de la rue Lamarck. Ok, bah écoutez... Alors, à propos de Pascal, une remarque comme ça qui m'est venue, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait bien des passages commerciaux à Amiens avant la guerre. Oui. Quand on a voulu en refaire après la guerre, Ça n'a plus jamais marché. ça n'a plus jamais marché. C'est vrai. C'est vrai. Notamment le centre-homme qui a été... Oui, le centre-homme où il y avait fait FR3, enfin... Oui, c'était pas. Oui, c'est vrai, c'était aussi un passage, mais il n'avait pas cette esthétique quand même. Au départ, c'était un passage. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ben, un grand merci à tous. Et puis on vous libère.